À la fin du 19e siècle, le chat incarnait donc les droits de l'individu. Cette idée révolutionnaire qui voulait que chacun soit seul maître de sa vie. Mais ce vent de liberté que porte le chat bouscule nos sociétés. Comment maintenir sous le joug ces hommes que le chat convainc qu'ils sont libres de dire non? Il a de nouveau disparu. À peine né, le mouvement individualiste, qui fait du chat son icône, est travesti. Ah, je vois. Nous sommes au Japon maintenant, c'est ça? La liberté doit rester l'affaire de quelques-uns. Celle des grands conglomérats industriels du début du XXe siècle, par exemple, qui se servent de l'individualisme pour justifier d'une manière moderne leur droit de régenter le monde. Qu'est-ce que tu as? Tu n'aimes plus le poisson? Le chat et moi, on a un point commun. C'est d'avoir attrapé la maladie étrange. C'est chez les chats que la maladie est apparue en premier. Alors on a pratiqué des autopsies et des expériences sur les chats, vu qu'on ne pouvait pas les mener sur les humains. Et c'est comme ça qu'on a découvert la maladie de Minamata et ce qui en était la cause, le mercure de l'usine Chisso. La voix d'Ikoma Hideo tremblait un peu. Dans sa poche, quelques sardines séchées à partager avec les chats. C'est en mangeant du poisson contaminé par le mercure qu'on développe la maladie de Minamata. Or, le chat mange beaucoup de poissons. C'est pour ça que les chats ont été utilisés pour nos expériences. L'humanité avait connu bien des intoxications, mais la maladie de Minamata représentait un empoisonnement inédit. C'était la première fois que les humains étaient atteints en tant que maillon d'une chaîne alimentaire. La pollution qui contamine l'environnement touche d'abord les poissons. Et c'est en mangeant ce poisson empoisonné que l'on tombe malade. C'est comme ça que fonctionne l'empoisonnement par la chaîne alimentaire. Et comme c'était la première fois que l'humanité était confrontée à cet engrenage, il nous a fallu beaucoup de temps pour le comprendre, mais aussi pour le prouver. Pendant ce long laps de temps, un grand nombre de chats ont été tués pour mener à bien les expériences. Finalement, dans cette tragédie de la maladie de Minamata, les chats ont été sacrifiés par les hommes. Ils ont été sacrifiés sur l'autel de leurs ambitions. Le suicide des chats de Minamata, cette façon de mourir en proie à la folie, c'était un miroir, un symbole de l'avenir de l'humanité. Tama, à cette époque, dort dans une grande cage rose sur le trottoir de la gare, devant la boutique que tient sa maîtresse. Sommée par la municipalité de libérer l'espace public, la maîtresse de Tama se tourne vers le nouveau PDG de la ligne, Kojima-san. Coup de génie, celui-ci nomme Tama chef de gare pour qu'elle puisse s'installer légalement dans l'enceinte de la station. Avant, nous n'avions pas beaucoup de passagers sur cette petite ligne de campagne. Mais depuis que Tama est chef de gare, nous comptons 10% d'usagers de plus. Cela nous permet d'avoir une situation financière stable. Et ainsi, nous pouvons survivre dans ce secteur ferroviaire régional où la concurrence est rude. Au Japon, on dit que le chat attire la bonne fortune. Il y a même un petit mot pour ça, Manekineko. Eh bien pour nous, Tama est un Manekineko, un chat porte-bonheur. 55 000 passagers supplémentaires par an, 10 millions d'euros de retombées pour la localité. Tama attire les foules et l'argent. Mais cette réussite, c'est surtout celle de Kojima-san. Quand partout dans le monde, privatisation rime avec spéculation, ce patron à l'ancienne rappelle qu'on n'investit pas dans les transports en commun pour dégager des profits, mais pour se mettre au service d'une communauté.
que l'objectif c'est l'équilibre financier, pas les plus-values. Tama, quant à elle, accueille les passagers de 9h à 18h, 6 jours par semaine. Mais le président n'exige pas trop d'elle. C'est un chat. Qu'elle dorme ou qu'elle soit réveillée, elle reste chef de gare. Son travail, c'est juste d'être là. Un vrai chef de gare a d'ailleurs été embauché depuis à Kishi, grâce au chiffre d'affaires généré par Tama. Tama finalement incarne un paradoxe. Chatte assignée à un quai de gare, elle personnifie pourtant, comme tous les chats, le voyage, la liberté d'aller à sa guise. Libre de partir, libre aussi de ne rien faire, voire de ne servir à rien. Les chats avaient inspiré aux individualistes le concept d'anti-utilitarisme. En passant du rôle de ratier à celui de muse des artistes, les chats avaient fait germer une idée essentielle. On ne vaut pas pour ce que l'on produit, mais tout simplement parce que l'on existe. Une valeur que les individualistes rêvaient de voir reconnue à tous les humains. Une fois de plus, le XXe siècle s'empresse de réviser leurs espoirs. À compter des années 90, tandis que commence le démantèlement des services publics au profit de quelques fortunes privées, l'homme de la rue se voit sommé de justifier sa place, son utilité, son droit d'exister. Tout va bien. Vous êtes à la clinique pour malades d'Alzheimer de Providence. Oh, un chat. Il s'est perdu lui aussi. Lui, c'est Oscar. Il fait partie de notre équipe de soins ici au 3e étage de la clinique Steerhouse. Là, il est en train de faire sa tournée de visite aux patients. Il fait ça depuis qu'on l'a amené ici il y a 2 ans. Et depuis le temps, on peut dire qu'il connaît bien ses patients. Oscar a d'ailleurs eu droit aux honneurs de la presse mondiale il y a 1 an, du fait de ses capacités. Oscar prédit avec une grande fiabilité lorsqu'un patient est sur le point de mourir à sa façon de se mouvoir autour de la chambre du patient. C'est un peu différent pour chaque patient, mais en règle générale, Oscar ne passe pas beaucoup de temps avec les malades. Il fait la tournée des patients, entre dans leur chambre, mais ne s'y attarde pas. Mais lorsqu'Oscar décide de rester dans une chambre, là, nous faisons tous attention à ce qu'il fait. En général, lorsqu'un patient est sur le point de décéder, Oscar reste dans la chambre. Il saute sur le lit et il y reste, jusqu'à ce que le malade s'en aille vers des choses plus grandes et meilleures. Hoffman avait laissé son roman inachevé, Le chat Moore, suite au décès de son vrai matou, appelé Moore lui aussi. Soseki, plongé dans le coma, avait reçu la visite en rêve du chat noir qui lui avait inspiré, des années plus tôt, le roman « Je suis un chat ». Soseki meurt finalement 4 ans après son chat noir. Hoffman, 4 mois seulement après son cher Moore. Oscar, lui, annonce le décès de ses compagnons de vie 4 heures avant le moment fatal et les accompagne de ses ronronnements jusqu'aux portes de la grande inconnue. L'un de mes souvenirs préférés au sujet d'Oscar remonte à l'époque où il n'était qu'un chaton et qu'il venait d'arriver dans l'unité de démence sénile pour y commencer son travail de thérapie. Oscar a sauté sur les genoux d'une patiente que je croyais dans un état végétatif persistant, incapable de communiquer avec le monde. Et là, j'ai vu Oscar se coucher sur ses genoux et cette femme, tout d'un coup, se mettre à le caresser. Pour la professeure Tino, gérontologue, les liens que nous tissons avec les animaux sont si profonds qu'ils subsistent encore lorsque presque tout s'est envolé. Julie Richards, la directrice de Steerhouse, constate pour sa part que les chats maintiennent ses patients dans la vie. L'une des belles choses ici à Steerhouse, c'est que chacune des unités possède 2 chats qui y vivent en permanence. Les chats sont à chaque fois au nombre de 2, de façon à pouvoir interagir.
Et par-delà les bienfaits de la thérapie animale, je pense que ces chats offrent aux patients une sensation de normalité. La plupart de nos patients avaient des animaux de compagnie avant de venir ici. Et s'ils ne sont plus capables de dire « ce chat s'appelle Oscar » ou « ce chat s'appelle Belle », ils peuvent en revanche vous dire « ce chat vit avec moi », ce qui est d'ailleurs le cas. « 30% des chats de plus de 11 ans, 50% des plus de 15 ans développent comme nous la maladie d'Alzheimer. Chez les humains, la maladie atteint 5% chez les plus de 65 ans, 20%. Deux chats vivent ici avec nos pensionnaires. Ils sont arrivés là tout chatons, c'est leur maison ici. Et d'ailleurs, ils se comportent avec les résidents comme si c'était leur famille. Une famille très nombreuse. Cette année, à 2 reprises, 2 de nos patients sont décédés en même temps. Oscar était un peu perdu. Il n'arrêtait pas de passer d'une chambre à l'autre. Mais à chaque fois, il a finalement choisi de rester avec la personne qui n'avait pas de famille. On était sidérés de voir qu'il avait senti ça. Genre, il faut que je reste avec celui-ci parce qu'il en a besoin. Tandis que les autres étaient entourés par leur famille. We're gonna take a walk. You want me to walk with her? Huh? Let's go. Say bye, Claire. See you later, alligator. Après la publication de notre article, on a vu fleurir quantité de théories sur Oscar. Avait-il des pouvoirs paranormaux? Sentait-il quelque chose? En fait, ce qui est important, c'est qu'Oscar reproduit le comportement des soignants qui délivrent ici des soins si généreux. Ce chat vit ici, c'est son environnement. Il voit comment les autres prennent soin des patients. Et Oscar veut simplement être de la partie. Mais nos gouvernements néolibéraux n'apprécient guère ce déploiement de moyens autour de vies finissantes. Ils préfèrent nous réserver une fin de vie dans un hôpital surfréquenté et en sous-effectif. Les plus riches pourront toujours s'offrir des soins à domicile. Nous détestons tous l'idée que plusieurs membres de nos familles finiront leurs jours dans des endroits comme celui-ci. L'idée d'être incapable de subvenir à leurs besoins à la maison, d'être incapable d'arrêter le cours de nos vies pour prendre soin de ceux que nous aimons et qui sont atteints de démence sénile. Mais la réalité, c'est que nous ne pouvons pas le faire. Et les structures comme celle-ci pallient à ce besoin. Il y a énormément d'amour ici. La plupart des soignants finissent par faire partie intégrante de la famille des patients. Ils sont la première personne à les rencontrer le matin et la dernière à les mettre au lit. Mais ce qui est tragique, c'est que les politiciens dans tous nos pays considèrent ces structures comme une cible idéale pour des coupes budgétaires. Il y a plein d'autres secteurs en médecine où des gestes simples permettent de réduire les dépenses. Mais ici, nous sommes dans un environnement qui a réellement besoin du soutien de l'État, qui a besoin que l'on comprenne mieux la qualité et l'humanité des soins que l'on y assure. Et qui a besoin aussi d'histoires comme celle du chat Oscar, pour rappeler à l'opinion publique que les gens ici ont encore une vie. Si je dois finir ma vie dans un hôpital, je rêve qu'un chat soit à mes côtés.